nous avez beaucoup étonnés, beaucoup impressionnés lors d'une soirée où nous étions tous retrouvés pour Yannick Rivy. Oui, Yannick est un saxophoniste bien connu dans la région de Montréal et les environs également, dans la province de Québec finalement. Et c'est ça, c'est une soirée, c'est un hommage qui a été donné, une soirée avant son départ pour l'Europe. Et c'est ça. Et durant la soirée, il y avait tellement de musiciens, et entre autres, 2 contrebassistes. Et on a eu envie de les inviter. C'est ça. Et pour reprendre, pas pour reprendre, mais pour le concept du phénomène de 2 contrebasses. De 2 contrebasses. Et c'est Normand Guilbeault à la contrebasse à gauche et Frédéric Allary à la contrebasse à droite. Qu'est-ce qu'ils vont nous jouer? Et on va les entendre sur une pièce, une composition de Jaco Pastorius, un contrebassiste bien connu, et c'est la pièce Continuum. Et on les écoute. On vous écoute.
Oh, c'est quelque chose de particulier. Hein? Ouais, c'est Très particulier. très, très, très particulier. Alors, c'est une formation... Oui, on les invite à venir s'asseoir parmi nous. Oui, bien sûr. C'est une formation qui... disons que dans l'histoire du jazz, c'est pas une formation qui est régulière. De plus en plus, par exemple, on se voit des formations un peu différentes. Eh oui. Crois-tu, Pierre, que nous venons d'assister peut-être à la naissance d'un duo célèbre? Ah, fort probable. Célèbre, je sais pas, mais jamais, hein? la naissance d'un duo. D'un duo, c'est ça. Oui, c'est sûr. Comme je disais tantôt, c'est pas une formation dans le jazz qui est régulière, ça. Je parle peut-être dans un certain contexte au passé. Ça s'est déjà fait. Dans un contexte présent, de plus en plus, on entend parler de ce phénomène. Il y a plusieurs musiciens qui sont ouverts à ce genre d'expérience-là, même si le fait que la contrebasse est un instrument, en fait, qui se joue seul. On trouve souvent la contrebasse seule en section rythmique, mais c'est toujours possible de rajouter 2 contrebasses, 3 contrebasses, 4 contrebasses, ça se fait couramment. Il s'agit de... Le concept harmonique aussi est assez intéressant, 2 basses, c'est-à-dire ça nous permet d'entendre de nouvelles affaires, de donner des cues. Est-ce que le soir que vous avez joué pour Yannick, c'était la première fois? Non, c'était la deuxième fois. Deuxième fois, oui. On avait tenté l'expérience avant au 20-80 avec Yannick aussi. Puis ça avait été très concluant avec Frédéric. Tout de suite, il y a eu complicité qu'on peut difficilement trouver parce que les 2 instruments ont la même fonction. Alors, c'est facile, en langage, comme on dit, de clasher, c'est-à-dire de se retrouver... Et de faire les mêmes choses. C'est ça, se retrouver dans le même registre, et puis, bon, ça peut être dissonant. Alors, il faut travailler là-dessus. Et savoir beaucoup écouter l'autre. Exactement. Tout est basé sur l'écoute quand on fait des choses comme ça. Pourquoi cette pièce spécialement? Parce que c'était l'auteur était un contrebassiste. Moi, je suis parti en Europe l'année passée, et puis... Et à un moment donné, je voulais absolument monter cette pièce-là pour 2 basses. Je voulais absolument faire ça. Fait que là, j'ai cherché des gens. C'est ça, j'essayais de rencontrer des gens, puis là, ben ça marchait pas, je sais pas, ça n'a pas donné. Puis là, on a rejoint ensemble au Café Central en honneur pour dire bonjour à Yannick. Et puis, à partir de là, ben c'est ça, fait qu'on s'est trouvé normal, puis on a monté cette pièce-là, on a parlé un petit peu, tu sais, puis je pense aussi que la pièce est assez... Est-ce que vous avez eu de bonnes nouvelles de Yannick? Moi, j'ai presque pas eu de nouvelles de Yannick. J'ai eu une carte qui me dit qu'il est encore en vacances. Il vit en Suisse. Pas en vacances pour le jazz, j'espère. J'espère que non. Mais Jaco Pastorius, dans l'histoire, par exemple, d'un musicien qui veut jouer la contrebasse, c'est un élément important. Ah, je comprends. Jaco, il n'y a pas un bassiste, contrebassiste qui peut passer à côté d'un personnage comme Jaco. Il a laissé un héritage très important. C'est un révolutionnaire de son instrument. En fait, il a apporté beaucoup à l'instrument. Alors, c'est inévitable, même s'il jouait de la basse électrique, son influence est grande. À tous les niveaux. Marqué, je pense. Même, ça dépasse même le fait que le bonhomme était un contrebassiste. C'est vraiment un musicien exceptionnel. Un compositeur exceptionnel aussi. Il est décédé malheureusement très jeune. C'est ça, il quand même. Mais il a quand même laissé un héritage pour beaucoup de temps. C'est un révolutionnaire. Je le vois comme ça. Et quelles sont encore vos idoles dans la contrebasse, tous les 2? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Moi, c'est bien, ça. Moi, j'aime beaucoup Scott LaFaro. Je pense que ça a été un des bons bassistes. C'est un autre, qui est très jeune. Qui est mort très jeune aussi. Scott LaFaro, mais il y a d'autres gars, tu sais. Gary Peacock, Oscar Pettiford. Ray Brown, évidemment. Si on remonte plus loin, c'est ça. Et bien sûr, Slam Stewart. Et on peut pas... Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'en tant que bassiste, il y a tellement... C'est-à-dire, il y a des différentes catégories. Ben pas catégories, j'ai ça, catégoriser, mais c'est-à-dire, tu retrouves de tout. C'est-à-dire, pour tous tes goûts de bassiste, c'est-à-dire tu peux aller chercher un gars comme Ray Brown, beaucoup de choses, tu peux aller comme Scott LaFaro, tu peux aller... Tu sais, il y a toutes sortes, il y a un épouvantail. C'est ça, l'histoire du jazz quand même est assez grande. On peut aller faire des références aussi loin que des bonhommes comme Slam Stewart ou Oscar Pettiford, qui est un autre bonhomme très important. Justement, on pourrait parler un petit peu de l'évolution du jazz. Comment vous voyez ça? C'est une musique qui a presque 100 ans.
Oui, mais ça change beaucoup, ça change très vite. Depuis les 10 dernières années, je dirais qu'il y a eu un changement phénoménal. Puis je suis pas sûr que c'est... je suis pas sûr, vraiment. Un changement phénoménal, tu le mets-tu mondialement ou tu le mets, par exemple... Mondialement, oui, je dirais. Le phénomène du vidéo et de toutes ces choses-là, le jazz a beaucoup... comment je pourrais dire... c'est devenu... On parle beaucoup d'industrie aujourd'hui en rapport avec la musique. Et puis le jazz échappe pas à ça non plus. Et puis je sais pas si c'est toujours bon pour le jazz. En tout cas, on verra avec le futur. Mais oui, il y a une crainte, c'est sûr, d'en faire quelque chose d'aussi commercial que le rock and roll ou quelque chose. C'est plus difficile. Le jazz, c'est quand même une musique très spécifique. Et puis on s'oriente. Votre instrument est très spécifique. Vous avez choisi un instrument qui est tout à fait à part des autres. Oui, c'est un instrument acoustique. Alors on peut pas... faire... le fait qu'il soit... je veux dire, on ne peut pas le synthétiser, on pourrait le faire, mais je veux dire, on a choisi l'instrument parce que c'est justement... on est là avec un instrument en bois, avec 4 cordes, et puis on doit faire quelque chose avec. Ça fait combien d'années que tu joues, normalement? Ça va faire 10 ans. 10 ans, ouais. J'ai commencé, j'avais 20 ans. Tu as commencé à 20 ans? Oui. Est-ce que tu jouais un autre instrument auparavant? Je jouais un petit peu de basse électrique, là. Basse électrique? Oui. OK. Ouais. Tu t'es spécialisé de découvrir la contrebasse? Oui, c'est ça. J'ai toujours aimé cet instrument-là, mais quand j'ai commencé à jouer de ça, je me suis orienté vers le classique. J'ai fait 1 an et demi à peu près, là, intense au niveau classique. Et puis à partir de là, j'ai rencontré des gens aussi, des musiciens au conservatoire qui m'ont influencé. Des gars comme Michel Raté, Yves Charibert, Jacques Carré. Des musiciens qui étaient déjà impliqués dans le jazz. Alors ils m'ont transmis la piqûre, si tu veux. Je me suis senti très bien là-dedans tout de suite, comparativement au classique où je me sentais un petit peu moins à l'aise. Straight. Moins d'improvisation. Oui, c'est sûr. Beaucoup de lecture. Oui, moi, ça fait 5-6 ans, là, à peu près. J'ai commencé à 15... Ça fait 7 ans. J'ai commencé à 15 ans. Puis, comme Norm dit, classique, puis après ça, jazz. Même, puis, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais pas l'âge d'aller à l'université. C'est-à-dire, je me retrouvais au secondaire à vouloir aller dans des cours de musique à l'université. Fait que je pouvais pas rentrer. Il aurait fallu que je finisse. Mais finalement, je me suis fait inviter dans des classes d'improvisation dans différentes universités, McGill et Concordia. Et puis c'est là que j'ai appris à jouer. J'étais juste dans les cours de combo. C'était pas les cours général. C'était comme élève invité, si on veut. Et puis ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de rencontrer du monde. Et puis... c'est ça qui est merveilleux, de faire des institutions, rencontrer des musiciens. Et d'échanger. Oui, c'est sûr. Garder des contacts aussi qui dépassent le cadre de l'école, si tu veux. Oui, c'est ça. Ça va à long terme. Parce qu'il y a deux équipes. Tu t'occupes de regroupement de musiciens qui est en train de se former. Je ne dis pas que je m'occuperais de ça, mais je fais partie. Oui, c'est ça. C'est quelque chose de très nouveau. Ça a à peine 2 mois. Alors, c'est une nouvelle association qui s'appelle le Regroupement des musiciens jazz du Québec. Et puis, c'est tout jeune. Et puis, on a une 2e réunion à la fin septembre. Et puis là, on va voir ce qui va sortir de ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il en sorte, puisque vous parlez du jazz à Montréal? Qu'est-ce que c'est pour vous? Moi, je pense qu'il faut que... dans le jazz à Montréal. Je pense que on a besoin, je pense, entre musiciens, de se prendre en main aussi. C'est-à-dire de... Parce que la Guilde n'est pas reconnue encore, n'a pas été reconnue au niveau du gouvernement. C'est-à-dire comme institution qui représente tous les musiciens. C'est pas encore reconnu. Alors, à ce moment-là, pour le jazz, parce que, je trouve ça important, parce que nous autres, on a, toutes sortes de contextes, dès qu'on parle un peu par rapport à certains événements qui nous... on n'est pas représenté là-dedans, c'est plutôt du monde de l'extérieur qui viennent et puis qui prennent, toutes sortes de places. Puis nous autres, on est passé à l'oubliette un peu. Alors, je pense que, le fait unir, ça va... Le fait unir, ça va, oui, c'est ça. Et je pense qu'entre les musiciens de jazz, il y a un contact à avoir, où est-ce qu'on pourrait tous s'entendre sur certaines choses. Exact. Et je pense que ça, c'est beaucoup de travail, ça se fera pas du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut croire dans cette union-là. Les musiciens locaux. Oui, locaux pour on va se donner des moyens, comme avoir une salle. De concert. Des meilleures conditions de travail, peut-être. Toutes ces choses-là.
ça devrait donner des résultats. Alors, et ce qu'il faut, c'est que les musiciens se mettent ensemble. Si, on sait que les musiciens, en général, bon, ça se tient pas tellement, c'est chacun pour soi, puis on fait sa petite affaire, puis on gagne sa vie du mieux qu'on peut. Mais en se regroupant comme ça... Gagne-t-on sa vie? Pas vraiment, non. De plus en plus difficilement, je dirais. Parce que l'intérêt n'est pas là vraiment, malgré le fait que le festival, c'est une grosse affaire, puis qu'on voit beaucoup de monde. Le reste de l'année, l'intérêt n'est pas là, autant des propriétaires de clubs que du public en général. Ça, c'est malheureux, parce que ça mériterait d'être découvert, les musiciens qui sont ici. Peut-être que cette émission va permettre... Peut-être, en tout cas. Parce qu'on y travaille fort. C'est ça, c'est ce qu'on essaie, nous, de montrer justement aux téléspectateurs qu'il existe des musiciens et qu'ils sont ici. Alors, il ne faut pas se contenter d'aller peut-être... Puis le calibre est aussi bon ici qu'aux États-Unis ou en Europe. Du moins qu'on vous laisse le prouver. Justement, c'est ça. On ne le savait pas, il faut qu'on vous donne la chance de prouver que vous existez, que vous faites bien. C'est ça. Mais le fait que les propriétaires de clubs veulent bâtir souvent des choses à court terme en rapport avec le jazz, et puis c'est pas possible. Non. Je pense que le jazz, ça prend un certain temps. Ça peut prendre 6 mois, 1 an avant d'établir une politique claire au niveau de ce qui se passe dans ta boîte. Et puis le jazz, c'est ça. Ça prend un certain temps. Mais quand c'est connu, pourtant, on vous a vu ça jouer, fonctionne, vous paraissez ça peut fonctionner. des musiciens heureux. Du moins, c'est ce qu'on a vu. Le plaisir donc, vous ne regrettez pas la voie que vous avez choisie? Oh non, pas du tout. Malgré les difficultés? Ah oui, c'est sûr. On vit avec ça, puis je pense qu'il faut être prêt à en assumer toutes les conséquences. Les conséquences, c'est ça. Mais là, je pense que tout le monde est prêt à se prendre en main puis à améliorer un peu nos conditions, parce que ça devient désolant de voir la conjoncture. Alors, je pense qu'est-ce qu'il faut leur souhaiter, Pierre? De recevoir d'autres musiciens qui continuent à dire les mêmes choses que vous, peut-être, pour être très courageux. Et nous, on continue à faire cette émission-là pour vraiment faire à montrer que vous existez, à montrer des images, et surtout ce que vous avez joué tout à l'heure. Alors, vous allez rejouer maintenant, vous avez choisi une pièce qui est une chanson que j'ai entendue en France, qui est une chanson, je ne devais pas le dire, mais je le dis, qui est une chanson qui était très banale, qui était même très ordinaire. Et pourtant, vous avez pris ce thème et vous en avez fait quelque chose de tout à fait pas ordinaire. Non, c'est sûr. Au départ, avec 2 contrebasses, ça ne peut pas être ordinaire. On va être très heureux de découvrir cette pièce qui s'appelait tout simplement Domino. C'est une chanson. Une chansonnette. Une petite chansonnette, c'est ça. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, et Frédéric. Voilà, c'était donc Frédéric Allary. Et Normand Guilbeault, donc 2 contrebassistes. Et c'était une émission qui va vous revenir, bien sûr, toutes les semaines. C'est Jazz Café avec Pierre Koulgany. Et Hélène. Et nous allons donc, pour les horaires, donc à vérifier. Oui, c'est ça, il y a des horaires nouveaux. Alors, il faut que vous fassiez très attention, c'est un tout petit peu différent. Alors, on vous demande, bien sûr, de regarder sur les journaux qui peuvent vous rendre compte de ces horaires différents. Nous essaierons peut-être de vous les donner régulièrement. Et en attendant, on vous remercie d'avoir été là pour recevoir ces 2 jeunes musiciens que nous écoutons tout de suite. À vous.